Bonjour à tous. Je peux éteindre ton son. Ça Allô? marche? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Yeah. Bienvenue pour ce webinaire récapitulatif d'Inbound. Donc, on va parler des nouveautés d'HubSpot. Et je pense qu'on a des choses pas mal à vous présenter. On va attendre juste quelques minutes que tout le monde se connecte. Donc, on se retrouve d'ici 2 minutes, je pense. À tout de suite. Ok, bonjour à tous. On commence quand même à avoir pas mal de monde. On va encore attendre une minute. Moi, je vais m'occuper de la barre de questions aujourd'hui. C'est moi le Changer les rôles. master des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper dans le chat directement. Et je les traiterai au fil de l'eau ou à la fin en fonction de la question et de comment on peut la gérer. Et si jamais elle est traitée au plus tard dans le deck, je la laisserai de côté et puis on l'abordera le moment venu. Ok, on a encore pas mal de monde qui arrive. Le démarrage à 11 heures. Il est quasiment l'heure. On va y aller tranquillement, Thibaut, je pense, parce que le temps qu'on fasse l'introduction, et etc., etc. Donc, on est super content. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de webinaire. Je crois que les derniers qu'on avait fait, c'était avant l'été. J'espère que vous avez passé un bel été d'ailleurs. C'est la dernière fois aussi qu'on fait un webinaire avec ce branding, parce qu'on a refait notre charte et on est hyper impatient de vous présenter notre nouvelle identité et nos nouveaux projets, notre nouvelle offre, etc. Ça sera certainement quelque chose qu'on va faire à partir de début octobre, nouveau site, et on présentera aussi un webinaire avec PrestaShop et HubSpot aussi. C'est un premier webinaire d'octobre et beaucoup d'autres à suivre, notamment avec Solocal, où on a pu présenter des choses au salon Big Data. C'était super intéressant, gros projet, grosse intégration, et avec du HubSpot dedans, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, HubSpot 2020, grosse nouveauté, hein, donc année particulière, mais grosse nouveauté, et je crois que Thibaut, Il fallait une bonne nouvelle à un moment. il fallait des bonnes nouvelles, je crois qu'on en a pas mal aujourd'hui. Récap de l'Inbound 2020. Alors, Inbound 2020, c'est l'événement d'HubSpot. Généralement, ça se passe à Boston. Alors, pour nous, généralement, c'est aussi l'occasion d'aller prendre une semaine de vacances là-bas. Cette année, c'était un peu compliqué, donc on a vécu ça en ligne, on a vécu ça remote. C'est un autre délire, mais typiquement, les informations quand même sont au rendez-vous et on va vous représenter ça rapidement. Donc, pour récapituler rapidement, ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis le fondateur chez Marketing. Je suis avec Thibaut aujourd'hui. Tu veux dire un mot, Thibaut? Ouais, donc moi je suis l'Innovation Manager, donc je vais m'occuper de déjà tout ce qui concerne les fonctionnalités d'HubSpot et la construction de nos offres hors HubSpot et sur HubSpot, pour toujours avoir une meilleure qualité, toujours être à l'écoute du marché, toujours savoir comment répondre aux problématiques de nos clients et des futurs clients. Voilà, dans les grandes lignes. Et aujourd'hui, du coup, un sujet de prédilection pour toi qui est les évolutions de Qui est HubSpot HubSpot? sur notre app. Un rapide mot sur Marketing. On est une quarantaine de personnes, conseil, agence, intégration, plus de 250 clients aujourd'hui accompagnés. On va être capable de prester de bout en bout sur à peu près tous les sujets de la transformation digitale, du marketing et des ventes. On est un des plus gros partenaires HubSpot au monde.
avec le niveau de tiering le plus élevé qui est le statut Elite. Et notre métier, c'est pas de vous faire passer de 0 à 1, c'est plutôt de vous faire passer de 10 à 100. Et on fait ça avec de la techno qu'on connaît bien. Ça peut être du HubSpot, ça peut être des applications tierces, du Phantom, du scrapping, de l'enrichissement, etc., etc. On a des équipes qui sont capables de gérer toutes ces problématiques-là. Et puis, on a un vrai focus chez nous sur tout ce qui va être process et méthodologie, où on va vraiment aujourd'hui accompagner finalement ce type de projet-là. Il y a quelqu'un qui me fait une remarque sur le son. Le son n'est pas très bon. Non, mais je pense que c'est le son de la salle, c'est la résonance de la salle. Donc désolé pour ça. On va essayer de. Je vais ouvrir, il y aura moins de résonance. Ouvrir une fenêtre, peut-être que ça va améliorer les choses. Désolé Emmanuel, on va essayer de faire le nécessaire. On va essayer de faire le nécessaire pour améliorer un peu ça. J'espère que c'est un peu mieux, mais en tout cas, on va essayer de faire ça. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, du people, du process, de la techno pour vous faire réussir vos projets. Et puis aujourd'hui, voilà, comme je le disais, c'est un peu plus de 250 boîtes avec qui on travaille, des grands, des petits, des moyens, des startups, des boîtes aussi plus traditionnelles, des PME, qui ont des ambitions de croissance et on les aide à gérer ça dans une logique d'amélioration continue avec HubSpot, mais pas que. Aujourd'hui, ça va quand même être notre sujet. Sur les nouveautés d'HubSpot, on a beaucoup de clients qui sont présents à ce webinaire. Je crois que vous êtes plus de 50 clients à nous. Ça fait plaisir de vous avoir. Et puis, bienvenue aux autres aussi. Hein. Il y a des grandes annonces. Il y en a une qui concerne des objets personnalisés. Alors, on a toujours, dans HubSpot, on a les contacts, les comptes, les opportunités, les objets standards du CRM. On a souvent dû tordre les choses. Alors, à un moment, le ticket est arrivé qui faisait office d'objets personnalisés dans la database d'HubSpot. Maintenant, on a des vrais objets personnalisés, des custom objets. Ça, Thibaut vous en parlera et je crois je vais tartiner un peu là-dessus. Il va tartiner là-dessus et déjà, il ne tient pas très bien sur sa chaise parce qu'il est assez excité par l'idée. On va parler du Sales Hub Enterprise. HubSpot est en train d'aller upmarket aussi. Et donc, le CRM aujourd'hui qui se positionne comme une alternative gentiment à Salesforce, avec des fonctionnalités quand même assez intéressantes. Pas mal de nouveaux rapports sur HubSpot, des rapports natifs, des rapports custom qui vont nous permettre d'aller vraiment plus loin dans la compréhension de la granularité de la vente et de l'efficacité. Le Service Hub, que moi j'ai toujours défini comme étant un peu le parent pauvre de la suite HubSpot. Et aujourd'hui, ça commence à ressembler à quelque chose. On commence à faire des intégrations HubSpot service avec une cinquantaine de users, une centaine de users et du CTI derrière, ça tourne super. Et l'évolution du pricing model, qui aujourd'hui est un point aussi important. On va attendre 2 secondes parce qu'il y a juste un tout petit peu de bruit. Une voiture qui se gare, on a dû ouvrir les fenêtres. C'est la rentrée. C'est parfait encore. C'est la rentrée, mais on va y arriver. On va y arriver. Désolé pour ça. Et l'évolution du pricing model. Vous ne les entendez pas. Écoutez, c'est nickel, on continue. Et l'évolution du pricing model, HubSpot, c'est super cool, mais globalement, souvent, on nous dit que c'est cher et c'est vrai que ça peut représenter un investissement. Aujourd'hui, il y a une nouveauté par rapport à ça aussi pour les gens qui ont des grandes databases, qui font du CRM et du marketing. Et globalement, ça va potentiellement avoir pas mal de conséquences sur la capacité HubSpot d'être plus dans une vision plateforme, donc d'avoir beaucoup de contacts et pas forcément marketer tous ces contacts-là. On en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. On y va? Ouais. Alors, on voulait marquer le coup. On a fait une slide juste pour ça. Donc, les custom objects, donc les objets personnalisés, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on les attend dans HubSpot. Ça fait 2 ans qu'on tweak les instances, qu'on essaie de trouver des solutions avec les objets existants, qu'on essaie de fonctionner avec des applications tierces. Et enfin, on a ces nouveaux objets dans HubSpot qui vont nous permettre, en fait, dès qu'on a une nouvelle dimension, dès qu'on doit gérer autre chose que des contacts des entreprises, des deals, des produits, on va pouvoir le faire avec ces custom objects. C'est une excellente nouvelle pour principalement les grosses entreprises qui vont avoir des business où les objets standards ne vont pas suffire. Donc, c'est pour ça que Christian disait qu'aujourd'hui, on va doucement titiller Salesforce dans son field. Et c'est notamment porté principalement par les custom objects. Alors,
pour ceux qui ne sont pas très au courant sur qu'est-ce qu'un custom object, aujourd'hui, l'architecture d'HubSpot est construite de cette manière-là. Donc, on a les objets standards, donc les contacts, les compagnies, les deals, les tickets. Enfin, là, je ne vous apprends rien, mais c'est des choses qui vont être standards, connectées les uns aux autres, one to many, many to many. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez. Un custom object, typiquement, il vient se mettre en électron libre au milieu de tout ça. Donc, il est custom, il est personnalisé. Je vais le connecter à ce que je veux. Concrètement, si j'ai envie de le connecter à des contacts et à des compagnies, je peux. Si j'ai envie de le connecter à des deals, je peux. Je peux le connecter même à d'autres custom objects que je peux créer dans HubSpot. J'ai une limite de 10 custom objects aujourd'hui, mais j'en parlerai juste après. Donc, l'idée, c'est à partir du moment où vous avez une dimension différente, quelques exemples, par exemple, un garagiste avec qui a ses modèles de voitures. Si vous avez un business qui est indirect et vous passez via des revendeurs, vous avez besoin d'une dimension en plus. Vous avez besoin de traquer ça, vous avez besoin d'avoir une visibilité là-dessus. Et vous avez peut-être besoin de déclencher des automatismes, faire du reporting, comprendre votre business avec cette dimension en plus. Avant, c'était quelque chose de très compliqué. On était obligé d'utiliser soit le même objet, ce qui donne une segmentation compliquée. Et typiquement, si on commence à tweaker des objets qui sont natifs à HubSpot, on peut vite arriver à des usines à gaz. Et c'est une des raisons pour lesquelles HubSpot ne faisait pas le poids face à des choses comme Dynamics, face à des choses comme Salesforce ou des gros CRM qu'on connaît tous. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe, on est à la V1, il y a la V2 qui suivra, donc on en est au début, mais on a déjà pas mal de choses associées à ça que je vais vous présenter. Donc les use cases au custom object, il y en a des milliers. Là, c'est seulement quelques exemples. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont déjà des exemples en tête sur comment utiliser un custom object. Et le cas que nous, on a beaucoup vu, c'est par exemple le parrainage. Typiquement, on en a beaucoup fait de manière custom, ça, de pouvoir à un moment, quand vous êtes dans des business de referral, pouvoir assigner à un moment un deal à potentiellement un client existant, mais aussi le client qui a signé le deal. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire avec du custom objet. On a beaucoup le cas dans le software du business indirect. Donc, typiquement, si j'ai des revendeurs, des distributeurs qui sont finalement pas forcément des clients, mais qui sont rattachés à un deal où il y a vraiment un client dedans. On a aujourd'hui un outil pour modéliser ça proprement. Il y a plein d'autres applications, effectivement, où le modèle de données, finalement, le custom objet vient répondre à tout ce qu'on n'arrivait pas à caser dans du contact, du compte, de l'opportunité ou du ticket. On est capable aujourd'hui de le faire avec du SEO. Donc ça, c'est une grosse nouvelle et sinon, ça remet vraiment HubSpot dans la course. Moi, je trouve en première ligne, les grosses intégrations. Alors concrètement, les custom objects, vous n'allez pas être perdu. Si pour ceux qui ont déjà HubSpot parmi vous, j'imagine que c'est une majorité, l'interface va être la même en fait. Vous allez gérer ça comme des contacts, vous allez gérer ça comme des entreprises. Là, il y a un exemple, un screenshot où vous n'allez pas être perdu. Il y a un garde-fou qui est prévu par HubSpot, c'est que vous ne pouvez pas créer des custom objects à la volée directement depuis HubSpot. Vous êtes obligé de passer par l'API. Donc la doc API, puis j'ai mis un lien un petit peu plus loin. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que à partir du moment où on rajoute un custom object, c'est pas comme rajouter des propriétés custom à un objet existant. C'est-à-dire que la complexité inhérente de rajouter un objet, là, en exposant, on n'est pas en addition de complexité, si on veut. Donc, ils n'ont pas envie que leurs clients créent des custom objects dans tous les sens. C'est vraiment une réflexion vraiment complète à avoir. Il y a d'ailleurs un training à ce sujet qui est sorti. J'ai aussi mis un lien. Il faut savoir que rajouter un objet, ça rajoute énormément de complexité à l'architecture de données en fait, dans votre HubSpot. Et c'est quelque chose à prendre en compte, quelque chose à vraiment réfléchir en amont. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec des custom objects? Principalement la même chose qu'avec tous les objets. En fait. Vous pouvez stocker de l'information dessus. Question de Clément, ça arrive quand? C'est live. C'est live dans la version Enterprise, que ce soit sur marketing ou sales ou CMS ou j'oublie service. C'est disponible par contre Enterprise only. C'est-à-dire que si vous avez une Marketing Pro ou un CRM Pro, ça ne marchera pas. Si vous avez soit CRM Pro, soit Marketing Pro, soit Service, Marketing Enterprise, CRM Enterprise, Sales Enterprise ou Service Enterprise, vous allez pouvoir accéder au CEO et les mettre en place. Super, vous êtes refait, vous êtes déjà Enterprise, c'est parti quoi. Vous pouvez faire la même chose avec ça, stocker l'information, l'associer à d'autres objets. Vous pouvez faire des automatisations via des workflows comme vous le faites déjà avec les autres objets. Vous pouvez importer de la donnée, personnaliser du contenu, créer des dashboards, croiser des données avec d'autres objets. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer avec les autres, vous pouvez aussi le faire avec les custom objects. Il y a encore quelques limitations, à savoir on ne peut pas créer de liste
avec les custom objects. Donc là, il y a les company lists qui viennent d'arriver. Donc les listes de custom objects ne sont pas encore prévues. Donc ça, c'est dans la roadmap 2021. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore le faire. Moi, je suis hyper content de ces custom objects. C'est peut-être bizarre d'ailleurs, mais je suis hyper content. J'ai mis quelques liens parce que la presse, on vous l'envoie après sur plus d'informations à ce sujet-là. Le training, je vous conseille vraiment de le faire. Il n'est pas très long. Et pour le coup, ça vous donne concrètement la sensibilité de la complexité que ça représente en fait, les custom objects. Et la doc API, si vous avez des gens Enterprise ou si vous voulez prendre Enterprise et que vous voulez les créer via API. Donc Clément est chez PrestaShop. Oui. Alors Bérénice doit te connaître. Ok, donc si vous avez d'autres questions à propos des custom objects, n'hésitez pas, on y répondra plus tard. On va maintenant parler du Sales Hub Enterprise, qui était la deuxième grosse annonce de ce inbound. Donc Christian disait, on prend les custom objects, ça fait partie du Sales Hub Enterprise notamment. On prend vraiment de la voilure avec ce que propose HubSpot aujourd'hui. On est capable de tenir des discours en face de Salesforce sur des points différents, mais on est capable de tenir ce discours-là aujourd'hui. Et voici quelques fonctionnalités qui portent tout ça. À savoir que les choses qu'on va présenter là ont été présentées pour le Sales Hub Enterprise, mais certaines parties sont aussi sur la version pro du CRM. Donc là, on se sera précisé aussi. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce nouveau CRM? En fait, c'était éviter de devoir connecter trop d'outils différents pour avoir un CRM fonctionnel. C'est-à-dire que les core fonctionnalités d'un CRM doivent être comprises dans le CRM Hub Enterprise. Évidemment, garder un écosystème ouvert pour avoir de la modélisation d'hierarchie, pour avoir du QuickBooks connecté ou des choses comme ça. Mais ce qui représente vraiment l'activité commerciale, il faut que ce soit dans HubSpot et qu'il y ait absolument tout et qu'il n'y ait pas de frustration à ce niveau-là. Donc ça, c'était leur postulat de départ, c'est avoir toutes les fonctionnalités disponibles sans la complexité qui peut aller avec. C'est toujours été d'ailleurs une des grosses philosophies d'HubSpot, c'est un CRM, un outil de marketing ou un outil de service qu'on met dans les mains du métier, quoi. Et finalement, qui n'est pas du coup complètement embolisé par la DSI et qui du coup donne vraiment les coups des franches pour pouvoir piloter la croissance et l'expérience client. Alors pour commencer, quelque chose qui est vraiment sur Enterprise, et là, je parle Sales Hub Enterprise, Marketing Hub Enterprise, tous les Enterprise, ils vont être aujourd'hui beaucoup plus partitionnés qu'ils ne l'étaient avant. En fait, ils sortent leur bêta petit à petit sur la partition des différents assets. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment hyper granulaire, c'est-à-dire que chaque propriété de chaque objet, on va pouvoir l'attribuer à une certaine équipe. Les listes, on va pouvoir aussi les partitionner. Les workflows, c'est en bêta. Ce n'est pas live pour tout le monde encore, mais c'est en cours de déploiement. L'idée, en fait, c'est dans un même HubSpot, en avoir plusieurs en fonction des équipes, en fonction des pays. C'est vraiment et permettre de scaler là-dessus et de ne pas avoir besoin d'avoir plusieurs outils, avoir un HubSpot qui va à tout le monde, pouvoir collaborer entre équipes, mais avoir accès seulement aux choses qui sont nécessaires. Donc, c'est vraiment avoir quelque chose de scalable. Plus ton équipe grandit, plus HubSpot, faut qu'il supporte ça et qu'il soit partitionné dans tous les sens et que ce soit facile à comprendre. En fait. La complexité, elle est dans le paramétrage des rôles, le paramétrage des équipes, mais il n'est pas ailleurs. Cas typique, c'est par exemple une propriété de scoring un peu confidentielle qu'on n'a pas envie de donner accès à une équipe, une notion de rentabilité qu'on n'a pas envie de donner en visibilité à forcément toute l'équipe. Si on est en train de faire du marketing dans un contexte international avec un gros portail, on n'a pas envie finalement que si on a 10, 15, 20 pays, tout le monde se retrouve avec la même database et des filtres et des landing pages, etc. Et ça, tout un peu mélangé dans des folders. On va pouvoir cluster, finalement partitionner les fonctionnalités. Et là, on prend le chemin de ce qui faisait, je trouve, l'unicité de Marketo pendant assez longtemps, cette notion de partition. Donc là, on a fait un gros chemin là-dessus. Enfin, eux, ils ont fait un gros chemin. On a regardé. Ils ont fait un gros chemin sur l'amélioration de ces fonctionnalités-là, donc pour pouvoir avoir du coup finalement plusieurs HubSpot en un. Je pense que c'est la bonne définition et d'avoir beaucoup plus de flexibilité là, mais ce qui finalement renforce le besoin de process parce qu'on s'éloigne du standard. Il nous avait dit de toute façon en 2021, le focus il va être mis sur la version Enterprise pour que ça puisse correspondre à des grosses entreprises, parce que c'est clairement leur target. Donc, ils avaient le custom object en tête et ils avaient le partitioning en tête. C'était vraiment les deux sujets principaux qu'ils voulaient travailler en 2020. C'est quelque chose de fait. Mais ce n'est pas tout.
On a aussi, c'est quelque chose qui est déjà live. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup penché sur ce sujet-là, mais ça va être tous les outils d'account-based marketing qui sont sur Pro et Enterprise pour le coup, mais seulement accessibles à ceux qui ont un siège payant sur Pro. Attention, ça c'est la petite subtilité qui peut coûter cher. Bon, en fait, l'idée derrière ça, c'est si vous travaillez sur un gros compte avec différents décideurs, différents influenceurs, différents bloqueurs sur un compte, c'est avoir un dashboard qui permet de centraliser tous ces gens-là et centraliser les gens qui travaillent chez vous, dans votre entreprise, qui travaillent sur ce compte-là et suivre le nombre de mails qui sont envoyés, suivre le nombre d'appels par mois qui sont faits, suivre un peu toutes les interactions que vous pouvez avoir avec ces personnes-là et les interactions que eux ont avec vous, ne serait-ce qu'en visite de page, etc. L'idée, c'est de savoir un peu une vision globale sur un certain compte et pouvoir s'aligner avec le marketing, parce que le marketing peut aussi faire des actions de nurturing ou de réactivation sur ces gens-là, et qu'il faut absolument que les sales soient au courant de ce que le marketing fait aussi sur un certain compte. L'idée principale de cette fonctionnalité-là, c'est la vision globale et l'alignement des deux équipes. Et je trouve que alors c'est vrai qu'on avait beaucoup entendu HubSpot euh, autour de l'inbound, qui est finalement un concept qui se sont un peu, pas dire qu'ils s'en sont éloignés, mais en tout cas, ils ont vraiment complété l'approche marketing pour être et offensif et à un moment aussi un peu plus dans cette logique permissive telle qu'elle est décrite et théorisée dans l'inbound. Je trouve que c'est un super outil de management pour les équipes commerciales qui, à un moment, veulent voir leur niveau de couverture et leur capacité à traiter du grand compte. Hein, parce que quand on va attaquer Total, Veolia, et qu'on a 10, 15, 20 interlocuteurs, bah, globalement, à un moment, on s'y perd aussi un peu sur des cycles de vente longs. Mais comment on fait comment à un moment on a une vision claire effectivement de l'interaction marketing, de l'interaction commerciale, cumulée pas sur une seule personne, mais du coup sur l'ensemble en fait, des acteurs au sein de ce compte-là, en prenant aussi en compte leur statut, est-ce que c'est des décideurs, est-ce que c'est des users, est-ce qu'on a bien couvert effectivement tout ça. C'est vraiment, je trouve, une super avancée pour les boîtes qui sont confrontées à ce type de cycle de vente. Ouais. Ouais. Alors ensuite, petit point sur les séquences. Dans soit les séquences, ça va être l'automatisation des touchpoints commerciaux, à savoir des emails qui sont envoyés au nom du commercial, qui vont être personnalisés, soit à la main, soit automatiquement, et qui vont permettre en fait de faire avancer un prospect dans son cycle de vente de manière semi-automatique. Si vous êtes penché dernièrement là-dessus, vous pouvez voir qu'il y a deux nouvelles choses qui sont arrivées. C'est les demandes de connexion LinkedIn et les envois d'emails dans ces séquences-là. Et évidemment, il faut avoir au préalable un compte LinkedIn Sales Navigator Team et pas en dessous. Et attention, ne pas confondre avec l'automatisation des connexions LinkedIn et des automatisations des emails. Donc là, ça va être des tâches que vous créez dans les séquences qui vont vous permettre depuis HubSpot, il y a un embed qui s'ouvre et vous pouvez faire des actions dans LinkedIn directement depuis HubSpot. Ce n'est pas de l'automatisation. Ce n'est pas la grosse machine, ce n'est pas du prospecting, ce n'est pas ces outils-là C'est qui, pas du eux, Phantom Buster. ouais, les Phantom Buster qui, eux, vont automatiser vraiment les vues, les connexions, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment dans des actions très automatisées. Là, on garde un petit peu la main. On n'aime pas. Je me pose la question si ce n'est pas une étape vers l'automatisation complète. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'infos à ce niveau-là. Je pense que ça va dépendre de l'ouverture de LinkedIn sur ces API-là, où je pense que tout n'est pas forcément hyper accessible pour HubSpot. Nous, c'est vrai qu'on l'utilise chez nous. On a pas mal de clients qui commencent à l'utiliser. Le fait d'avoir l'intégration entre LinkedIn et HubSpot pour pouvoir accéder assez rapidement à la fiche LinkedIn du contact qui est par exemple un lead entrant, pour pouvoir lui envoyer un email directement depuis HubSpot, ça fait quand même gagner pas mal de temps, moi je trouve, moi, je trouve que c'est qualitatif. Après, de l'intégrer dans des séquences, nous, c'est vrai qu'on l'a longtemps fait avec une tâche classique. À voir ce truc-là, comment ça va vivre Comment ça et évolue, ouais. comment ça va évoluer. Ouais. Ouais, l'idée, c'est vraiment centraliser toutes les actions commerciales le plus possible dans le CRM. Et je crois que c'est la slide prochaine, exactement. C'est aujourd'hui live sur Pro et Enterprise. Pas besoin d'avoir un compte Pro, un siège payant. Il y a une nouvelle home pour tous les représentants commerciaux, à savoir la centralisation de tout ce que vous pouvez faire normalement, à savoir les mails, accès au CRM, les activités des gens qui vous sont assignés, la réalisation de vos tâches, votre calendrier, la prochaine la prochaine action que vous devez mener. Enfin, tout ça est centralisé sur un dashboard qui est personnel pour le coup, et on ne peut pas voir ceux des autres pour essayer de streamliner votre journée et éviter de switcher d'onglets, switcher d'outils, oublier des choses. Tout est vraiment centralisé. Vous pouvez cliquer sur Sales Tâches
task. Et là, il y a une nouvelle bêta qui est disponible. Vous allez voir, c'est plutôt sympa pour tous les représentants commerciaux, notamment ceux qui traitent énormément de leads à la journée et qui ne font pas forcément d'account-based marketing ou d'account management, mais qui font plus de la qualification pré-commerciale et des choses comme ça. Dès qu'il y a beaucoup de tâches, beaucoup d'appels à faire, c'est quelque chose qui est vraiment sympa et qui existe maintenant, qui a le mérite d'exister. Il y a eu pas mal de changements aussi sur les produits. Ils ont sorti quand? Il y a 2 ans, les produits, quelque chose comme ça. Et c'était assez limité ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que dès qu'on voulait faire une remise, c'était la galère. Dès que c'était un paiement biannuel, c'était la galère. Dès que les facturations c'était à 30 jours, c'était la galère. Et ils ont vraiment fait un gros effort là-dessus pour faire en sorte que tous les détails que vous pouvez avoir sur des produits, que ce soit des produits digitaux ou pas, ce soit possible maintenant dans HubSpot. Donc, vous avez déjà des nouvelles métriques qui apparaissent. Donc, le monthly rate review, je vais à le dire. MRR, ouais. Recurring Revenue. Recurring Revenue. Pareil pour l'année. Et puis, il y a aussi l'analyse du cycle de vie, la valeur totale du contrat. Donc, plein d'infos qui arrivent sur les produits et qui permettent aux sales de savoir quelles remises ils peuvent faire, combien de produits il faut qu'ils vendent pour atteindre leur target, ce genre de choses-là qui n'étaient pas vraiment disponibles avant et c'est très centralisé. C'était compliqué à modéliser parce que finalement, quelqu'un qui va payer 1 000 € par mois, est-ce qu'on fait un deal à 12 000 ? Est-ce que finalement, on fait un automatisme qui va faire 12 deals à 1 000 ? Comment aujourd'hui, du coup, toutes les métriques ARR, MRR, donc typiquement tous les acteurs du SaaS, les actifs du service récurrent, les boîtes de ménage, les boîtes de software, les boîtes tout ce qui fonctionne par abonnement globalement, vont être capables de modéliser ça proprement. On le faisait avant, il fallait le computer à l'extérieur, le réinjecter en API. Là, globalement, on va pouvoir le piloter un peu plus hands-on et surtout avoir beaucoup plus de flexibilité pour le faire sans technique. Donc globalement, ça c'est une grosse nouvelle pour tous les gens qui ont besoin de modéliser des choses un petit peu custom en termes de revenus récurrents. Donc, se pencher sur les produits avant de créer un custom object, c'est important. Il y a également plein de nouveaux rapports qui sont sortis. Donc, c'est en déploiement. Je pense que là, toutes les instances l'ont aujourd'hui. Pro et Enterprise, il nous manquait un peu de visibilité, de puissance en termes de reporting sales. C'est des choses aujourd'hui sur lesquelles HubSpot s'est vachement penché. Il y a des 20 nouveaux rapports commerciaux qui sont sortis pour aider tant les sales reps que les responsables commerciaux à comprendre le business et prendre des décisions basées sur de la donnée et des chiffres qu'ils ont. Et Christian en parlera pas mal parce que c'est un de ces sujets. Ouais, alors effectivement, on a… alors, il y a peut-être un petit prérequis à rappeler là-dessus, c'est que typiquement le reporting, c'est vachement bien, mais il y a une prérequis, c'est bien modéliser les objets. Donc les contacts, les comptes, les opportunités, les objets custom avec des choses qui sont segmentées, segmentantes. Et puis d'avoir une adoption au top aussi. C'est-à-dire que si on a des commerciaux qui créent les objets systématiquement, il y en a qui oublient, il y en a qui font leurs tâches, il y en a qui ne les font pas, il y en a qui mettent en début de pipeline quand c'est sûr, il y en a qui créent le deal que quand c'est gagné. Enfin, au bout d'un moment, pour que vos analytics ressemblent à quelque chose, il faut du volume. Ce n'est pas si on a 3 deals, on ne va pas pouvoir voir grand-chose. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'infos. Et il faut que l'info soit globalement uniforme et accurate. C'est-à-dire que si on a des deals avec une date de closing qui est le 15 septembre et qu'on est aujourd'hui le 25 septembre, typiquement on a un problème parce que ce deal-là, soit il est gagné, soit il est perdu. Et on a besoin d'avoir à un moment une justesse de l'information pour que derrière on puisse s'amuser à la tourner dans tous les sens. Donc bonne data, bonne modélisation, bonne adoption. Et puis derrière, je pense que le jeu il est complètement open pour aller chercher maintenant des notions de typiquement qu'est-ce qui coince dans l'opportunité, qu'est-ce qui coince dans la relation, quelles sont les raisons d'avoir perdu le deal, comment on le modélise, quelle est la santé du pipeline, parce que typiquement, est-ce qu'on est à poil sur octobre, comment on finit l'année, où est-ce qu'on va arriver, comment on peut accélérer, où est-ce que finalement il faut qu'on mette nos efforts. Donc ça, c'est tout ça, les nouveaux outils qu'on a pour les forces de vente et le management, pour à un moment prendre des décisions avisées sur, tiens, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc, si on est un peu rigoureux sur les étapes d'adoption et de modélisation de la donnée, je trouve que maintenant, avec HubSpot, sur des équipes 50 sales, 100 sales, 200, 250 sales, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Donc ça, c'est vraiment aussi une grosse nouveauté
et qui, moi, m'intéresse bien parce qu'effectivement, du rapport sales, moi, je suis toujours très preneur. Et ce n'est pas des choses que vous avez à construire, c'est préconstruit pour vous. Bien sûr, vous choisissez la période de temps, l'équipe, les responsables commerciaux sur lesquels vous voulez focaliser le dashboard, mais ils sont préconstruits. Vous avez juste à aller dans Analytics Tools et ils sont directement là-dedans, avec de l'explicatif. Ça, c'est aussi une grosse nouveauté en termes de vision, des prévisions et des objectifs pour une équipe commerciale. Vous pouvez fixer des objectifs évidemment pour vos commerciaux et moduler certains mois, par exemple l'été, mettre des objectifs plus faibles et en fin d'année plus forts. Mais on manquait d'une vision globale sur la probabilité d'atteindre des objectifs et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Les outils de management sales, au final, c'est ce qui manquait un peu à cette partie-là. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est en bêta et qui est en déploiement sur les instances Pro et Enterprise pour, en fonction de là où se trouvent les deals de chaque personne, la probabilité de gain des deals, HubSpot est capable de savoir, en fonction des objectifs qui ont été fixés, où est-ce que cette personne en est, est-ce qu'on doit s'inquiéter, est-ce qu'il est au-dessus de ses objectifs. Donc, ça permet de prendre des décisions managériales qui sont basées sur quelque chose et pas du ressenti. Ouais, ça vient finalement signer la partie. Ça vient faire le lien entre le quota. Avant, on avait juste le quota. Bah, finalement, tu es à 50%, 60%, 80%, mais ça ne prenait pas en compte finalement le forecast individuel et le commit de la personne. C'est-à-dire que globalement, qu'est-ce qui vaut ton forecast avant la fin du mois? Sur quoi tu es commit? Et globalement, est-ce que tu es capable d'atteindre ta target ou globalement, non, c'est dead et il faut qu'on t'aide ou il faut qu'on trouve un truc ou il faut qu'on t'apporte un deal ou il faut qu'on trouve une solution. Et donc, le fait d'avoir cette vision-là individuelle ou équipe, de se dire, bah, tiens, voilà où est-ce que tu en es, quel est l'état de ton pipeline individuel et de ton forecast à toi, bah, ça donne vraiment un outil de pilotage, encore une fois, un outil de management super avancé. Alors, il est où le tableau de forecasting en termes de navigation? Sales Forecast. Mais il est en déploiement, donc peut-être qu'il n'est pas sur toutes les instances encore. Vous pouvez le demander en bêta, je pense. Ouais. Mais celui-là, il est complètement. Nous, on l'utilise chez nous. Ça fait quoi? Ça fait un mois et demi, 2 mois? mois? Un mois et demi qu'on l'utilise. Et honnêtement, c'est celui-là que je regarde. C'est un de ceux que je regarde le plus. C'est pas seulement. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont sur Sales Hub Enterprise. On n'a pas tout vu parce qu'on n'a pas le temps. On a mis toute la doc sur le slide directement, donc des liens vers des articles HubSpot, etc. Donc il y a d'autres choses, mais ça, c'est les plus grosses nouveautés. Ensuite, il y a des ajustements, il y a des choses qui sont encore en déploiement, des bêtas privées. Ils en ont balancé énormément pour une bande. Il y a des bêtas dans tous les sens. Donc on en a choisi quelques-unes, les principales à nos yeux, mais on vous file la doc pour aller plus loin si vous le souhaitez. Prochain point, les nouveaux rapports personnalisés. Donc là, on vient de parler des dashboards qui étaient commerciaux, mais qui sont préconstruits. Avec l'arrivée des custom objects, HubSpot s'est aussi penché sur des nouveaux rapports qui permettaient de croiser plus de données, donc de la donnée qui est native, à savoir aujourd'hui des choses où il n'était pas possible de reporter à l'époque, à savoir toute la data sur des emails, sur l'ADS, les social posts, les campagnes, la donnée des formulaires, la donnée des landing pages, enfin aujourd'hui, tous les assets que vous avez dans HubSpot, on peut reporter dessus et le croiser avec d'autres objets. Avant, on pouvait croiser 2 objets. Aujourd'hui, on va à 5. Vous imaginez bien la complexité qui se rajoute à la construction de ces dashboards, mais aussi la puissance qui se rajoute à ces dashboards-là. Typiquement pour le marketing, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'il y a les reporting d'attribution pour calculer automatiquement le ROI des actions marketing. Donc, c'est des choses qui sont préconstruites par HubSpot et qui ont parfois un modèle qui ne correspond pas à toutes les entreprises. Avec ce nouveau module de création de dashboard, vous aurez la possibilité de créer vos propres rapports d'attribution. Quel est l'apport du marketing pour le commerce en fonction. Vous pourrez vraiment drill down sur quel est le social post qui a le plus généré de business. On peut vraiment aller très loin, mais il faut d'abord, vraiment conseil, parce que moi, pour avoir un peu touché à tout ça, posez-vous bien la question sur qu'est-ce que je veux voir sur ce dashboard avant de le commencer, parce que sinon, on peut vraiment faire n'importe quoi. Même si HubSpot a essayé de simplifier au maximum la création de ces dashboards-là. Un vrai aspect méthode, quoi. Ouais. Quel est l'objectif de ce dashboard avant de partir sur le dashboard? Je voulais juste vous montrer très rapidement
à quoi ça pouvait ressembler. Bienvenue sur notre instance training. Tous les chiffres que vous verrez sont faux. Ici, il y a une nouvelle carte qui est apparue lorsque je crée un dashboard custom, Pro ou Enterprise. Et on a maintenant ce panel-là qui n'existait pas avant. Savoir quel est l'objet que vous voulez, la source principale sur laquelle vous voulez reporter. Vous avez accès à tous les objets du CRM et, comme je vous disais, tous les nouveaux sous-objets sur lesquels on ne pouvait pas reporter avant, et les custom objects également. Vous pouvez en prendre jusqu'à 5. Là, je fais n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais je peux prendre 5 objets et derrière, j'arrive sur ce panel-là qui va me permettre de construire mon dashboard. Parce qu'en fait, avant ce dashboard-là qui est sorti, mais genre vraiment tout récemment, on essayait de tweaker HubSpot en créant des listes de contacts, des listes d'entreprises, ce qui dévient le principe de liste et qui sert à segmenter, qui sert à cibler des mails, des choses comme ça. On était obligé d'utiliser des listes pour construire des dashboards. C'est contre-productif et ce n'est pas l'intérêt des listes de segmentation. Donc, ça faisait des volumes de listes énormes avec des contraintes de nomenclature, surtout dans les gros projets. Et je trouve que là, finalement, on va vachement sur le terrain de la data vise et de la BI. Parce que finalement, on avait beaucoup de sujets où on s'amusait moi, je n'aime pas trop ça, mais le Power BI et toute cette famille-là d'outils pour aller vraiment visualiser des choses et comprendre aussi, parce que quand on commence à avoir des objets, des contacts, des comptes qui ont chacun des variabilités ou des sujets de segmentation, plus des custom objets, de la même manière à moi, comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ça demande quand même de voir beaucoup de choses et potentiellement d'avoir des inputs concrets. Et typiquement, je trouve que maintenant, autant avant, il fallait faire de la BI, du Google Data Studio ou du Databox ou du Power BI et du Clickfolio, tout ça, etc. Aujourd'hui, HubSpot nativement va déjà quand même, sa progression sur ce sujet-là, elle est drastique, moi je trouve. Et c'était un des points, parce qu'on fonctionne pas mal avec le duo HubSpot connecté à Salesforce, et les reportings de Salesforce sont très 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 avancés. Et c'était un des points faibles, principalement d'HubSpot vis-à-vis de Salesforce. Et aujourd'hui, ils rattrapent un peu leur retard à ce sujet-là, en donnant vachement plus de granularité et de personnalisation sur ça. Ce qui rajoute de la complexité, attention. Mais au moins, on peut reporter aujourd'hui sur à peu près ce qu'on veut, à l'image des reportings Salesforce. On n'est pas encore en train de faire les mêmes, mais on s'en rapproche. Alors, le Service Hub, donc la troisième roue du carrosse. Mine de rien, troisième roue du carrosse, mais le Service Hub aujourd'hui prend du muscle. Mine de rien, un peu dans l'ombre du CRM, dans l'ombre du marketing, il prend du muscle. Parce qu'en face, on a quand même des monstres du service client qui sont les best of breed, à savoir Intercom, Zendesk et tout ça. Donc, s'ils veulent vraiment avoir leur mot à dire sur le marché, à un moment, il faut arrêter de faire semblant et sortir quelque chose qui tient la route avec les fonctionnalités qui tiennent la route. Parce qu'un service client, on a rarement 2 personnes. On a plus que ça quand on a besoin d'un service client. Ils vont un peu dans ce sens-là. Ils ont développé pas mal de choses, à savoir la gestion d'équipe, ce qui n'existait pas vraiment avant. Donc aujourd'hui, les responsables, ils ont la possibilité de voir la disponibilité de chaque personne, de savoir quand une personne n'est pas là, pour éviter d'avoir des trous dans la raquette, des gens qui ne sont pas traités, des problèmes qui ne sont pas traités. Aujourd'hui, les managers, ils ont plus de visibilité là-dessus. À l'image du CRM, où les responsables commerciaux ont une meilleure visibilité sur leur équipe et les objectifs, là, on a une gestion d'équipe qui n'est pas exactement la même parce que c'est du service client, mais qui ressemble un peu à ça. Et pas mal, du coup, nous, ce qu'on a vu, c'est beaucoup de boîtes qui ont un legacy. Généralement, c'est souvent des systèmes maison. Tiens, on a un genre de RP, un genre d'outil métier où on va avoir nos historiques de gestion. Et cette partie-là rebascule dans le front avec le marketing, avec l'interaction commerciale de base, pour avoir aussi une vision triple. Parce qu'effectivement, au-delà de la fonctionnalité pure de Service Hub, il y a aussi un moment le fait de pouvoir interagir avec les autres hubs et finalement de pouvoir gérer de la demande, suite à une action marketing, une action commerciale, de gérer du NPS, d'ouvrir un ticket suite à une vente. C'est tout ça que ça ouvre comme perspective et tout ça globalement avec une interface qui n'est pas lourde et qui n'est pas technique, quoi. Donc ça devient, si c'est bien pensé en amont, bien processé,
on a vraiment de quoi faire, quoi. Et c'est plein de petites nouveautés par-ci par-là, donc notamment l'intégration avec Jira qui est très importante aujourd'hui, pas mal pour les logiciels qui bossent dans le SaaS. Donc c'est du bidirectionnel et ça permet d'une connexion entre le service client et l'équipe dev qui s'occupe tout simplement de la plateforme. Et comme ça, tout le monde est aligné et le service client est capable de donner une réponse dans les meilleurs délais à la personne qui a reporté un problème, des choses comme ça. Donc, on a vraiment un alignement, comme disait Christian, mais cette fois-ci avec l'équipe technique, autour de la plateforme Service Hub. On a pas mal de petites nouveautés, je ne vais pas approfondir, j'ai mis des liens sur chaque chose pour approfondir, mais des nouveautés sur le bot que vous pouvez mettre sur un site internet ou sur votre application. Il y a des transferts de conversation entre différentes équipes du service client ou différentes personnes, des choses qui n'étaient pas forcément faisables avant et c'est des petits trucs mais qui posent problème. La base de connaissances multilangue, donc là on est encore une fois dans l'internationalisation, le partitioning. Avoir ces bases de connaissances, à la base on pouvait l'avoir en une langue, donc bienvenue en Europe, tout le monde le fait en anglais. Aujourd'hui on peut en avoir différentes langues. Amélioration des reporting, ça je fais le rapport avec ce qu'on a vu juste avant. Les reporting, maintenant on peut reporter sur toutes les conversations, même celles qui ne sont pas assignées à un ticket. Donc on a vraiment une granularité qu'on n'avait pas avant à ce niveau-là. Encore une fois, c'est top pour les managers. Et les fonctionnalités de sondage qui sont aujourd'hui en bêta, on peut avoir des pop-up ou envoyer des mails avec des champs personnalisés. C'était une aberration qu'on ne puisse pas le faire avant, mais maintenant, on peut vraiment ça commence à se développer dans le sens où on récupère vraiment des feedbacks constructifs sur lesquels on peut baser quelque chose. Et je crois que le layout, c'est pas encore hyper personnalisable par contre. Non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On peut faire des propriétés custom sur un nombre d'étoiles ou alors des votes en smiley ou alors des champs texte custom. C'est pas encore aussi développé que ce qu'on peut imaginer sur un intercom, évidemment, mais ils y vont petit à petit. Enfin, c'est plein de petits bouts de scotch qu'ils mettent à droite à gauche et ça commence à ressembler à quelque chose, le service. Nous, on commence à en vendre d'ailleurs. Ouais. On commence à en vendre bien. À chaque fois que c'est souligné, il y a un lien pour aller plus loin dans chaque fonctionnalité. Et on a gardé tout ce qui parle de prix pour la fin. Et c'est quelque chose quand même qu'on attendait pas mal aujourd'hui parce qu'il y avait une certaine incohérence dans le modèle de pricing d'HubSpot, notamment quand on commence avec le CRM Pro ou Enterprise, avec un pricing du coup qui est basé sur le nombre d'utilisateurs et les fonctionnalités que vous utilisez, mais pas sur le nombre de contacts. Donc imaginez une grosse boîte B2C qui a des millions de contacts, mais qui a 15 commerciaux pour les utiliser. Et il y a l'équipe marketing qui souhaite utiliser HubSpot Marketing. Alors là, la facture. Effectivement, ou alors on a effectivement une base de données marketing qui est plutôt propre avec 3-4 000 contacts et puis une base de données legacy sales qui fait plutôt 20-30 000 contacts. Mais c'est des historiques, ce n'est pas forcément des gens qu'on va mailer, il y a un peu tout type de contacts à l'intérieur. Les partenaires. Et là, du coup, effectivement, on se retrouve à payer d'un point de vue marketing ces contacts-là alors qu'on ne va pas s'en servir. Et là, alors je crois qu'il y a encore… il y a des termes qui sont quand même encore un petit peu en train d'atterrir. Ouais. Mais en tout cas, sur la deuxième quinzaine d'octobre, il va y avoir une notion de contact du coup, qu'on ne paiera pas parce qu'on ne les marketera pas d'un point de vue marketing. Et donc ça, c'est une grande nouveauté pour les gens qui ont des grandes databases et dont ils marketent que la moitié ou que le tiers, quoi. Et ça va faire une grosse différence. Et ça va encourager aussi pas mal de boîtes qui n'ont que le CRM et des grandes databases à aller se laisser tenter par les fonctionnalités du marketing qui, encore une fois, je pense, se font… c'est un peu la référence chez HubSpot. Hein, c'est une brique marketing historique et qui est aujourd'hui certainement un des meilleurs produits sur le marché pour faire ce genre de projet, quoi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Et les grands clients, et Dieu sait qu'ils sont là. Et les quelques infos qu'on a là-dessus, on ne sait pas tout exactement encore. C'est pas très clair de la part de HubSpot. Mais si vous taguez quelqu'un en contact en tant que non marketable, ça veut dire que pendant un mois, vous ne pourrez pas le marketer. Un mois après, vous pouvez le remettre en marketable. Donc finalement, la durée de switch est relativement courte. Nous, on s'attendait plus à du 6 mois, des choses comme ça. Et mine de rien, il laisse pas mal de granularité. Attention, ça dépend du modèle de facturation, de paiement que vous aurez avec HubSpot. En fait. Parce que si vous avez, imaginons, je mets 3000 contacts en marketable, si vous passez à 2000,
ça ne veut pas dire que tout de suite vous allez moins payer. Ça dépend de quand est-ce que vous allez payer la prochaine fois HubSpot. Par contre, si vous mettez plus de contacts à marketer, là, ce sera sur votre prochaine facture, prochain paiement également que vous paierez plus. Donc, avoir jongler entre les marketables, non marketables et les périodes de paiement, c'est quelque chose à suivre et pour lequel qui n'est pas encore hyper clair. Je pense qu'on en aura certainement plus d'explications à venir très prochainement. D'une manière générale, le pricing chez HubSpot, c'est un vrai casse-tête globalement, surtout sur les fonctionnalités sales, parce que entre starter, pro et enterprise, effectivement, à un moment, on peut avoir des utilisateurs gratuits qui ont accès à certaines fonctionnalités enterprise quand on a un portail enterprise, certaines fonctionnalités qui sont que pour la personne qui a la licence payante. Des fois, ce n'est pas évident de dimensionner des licences avec 50, 100 users. Est-ce qu'on a besoin de 50 users payants? Est-ce que finalement 20 users payants et 20 users gratuits, ça fait le job? C'est des discussions qu'on a régulièrement. Et c'est important de bien dimensionner ça parce qu'après, effectivement, ça a un impact sur le coût. Et HubSpot, c'est quand même un produit qui peut représenter un investissement quand il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'users, beaucoup de besoins. Et ça, c'est quelque chose où il va y avoir du mouvement certainement encore d'ici la fin de l'année. Il y a un formulaire qui a été mis en ligne par HubSpot pour faire une demande de passer à ce modèle de pricing-là. Donc, la personne chez HubSpot qui vous contactera vous donnera toutes les infos à partir du 21 octobre. Mais vous pouvez faire une demande dès maintenant. Le lien est dans la presse, on vous l'envoie juste après. Ok, cool. Est-ce qu'on a d'autres, Thibaut? Je crois qu'on a la slide marketing. Ouais, super cette slide. Non, ben écoute, parfait. On n'a pas parlé du CMS. Effectivement, le CMS, donc la partie website d'HubSpot, hein, du coup, on peut développer son site entièrement dans HubSpot. Il y a plein de fonctionnalités et je pense que ça fera l'objet certainement d'un webinaire qu'on refera avec notre lead CMS, typiquement qui va parler de fonctionnalités de développement local, de base de données. Il y a plein de choses, notamment liées à comme vient de le dire Thibaut, autour des thèmes qui sont du coup des frameworks finalement de website. On prend une direction un peu Webflow sur certains aspects sur le CMS, d'avoir un outil qui est drag and drop, d'avoir un outil qui est rapide, d'avoir des providers comme nous qui vont créer des thèmes, mettre à disposition des thèmes pour développer votre site dans HubSpot. Et vous vous retrouvez demain avec du coup CMS, front de l'expérience client, CRM, front de l'expérience commerciale, Market Auto qui est le front du marketeur et qu'est-ce que j'oublie? Le service client qui est le front du coup du service client. Et tout ça connecté avec du coup des perspectives finalement de s'amuser pas mal au quotidien pour façonner l'expérience client, créer de la croissance. Donc on reparlera du CMS mais plutôt sur un autre webinaire. Et ça fait 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Donc si vous avez des questions, on les prend. Et sinon, bon appétit. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais remettre la slide la plus importante. Voilà. Nous, on a hâte de pouvoir déployer les custom objects, hâte d'arrêter de tweaker les instances et de pouvoir déployer ça sur des environnements internationaux avec de la complexité. Ça va être super intéressant pour nous. On est super content de ces annonces qui sont tant sur les custom objects ou le Sales Hub qui prend aussi, ses galons. Donc, nous, on attend de voir la fin 2020 qui peut être déjà chargée et 2021. Ouais, je crois que tout le monde est content. Moi, je reçois plein de super, merci, beaucoup, bravo. Bon appétit, ok. La partie ABM, effectivement, Catherine, ouais. Ça aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse un webinaire là-dessus, Thibaut, idéalement d'ici la fin. C'était dans le pipe. On n'a pas le temps de s'en occuper. Et est-ce que les rapports marketing sont accessibles dans les dashboards? Oui. Ah oui, en fait, on crée des rapports personnalisés qu'on met sur des dashboards. Les topics cluster et le SEO, ça, moi, je trouve que ça fait encore partie des fonctionnalités un peu faibles chez HubSpot. De quoi? Lesquelles? La partie SEO. Effectivement, on n'en a pas parlé là, mais tout ce qui est effectivement les nuages de mots-clés,
Nous, on utilise aujourd'hui très peu ces fonctionnalités-là chez nos clients. On va utiliser plutôt des systèmes extérieurs type OnCrawl, type SEMrush. On utilise vraiment des logiciels pure player sur la partie marketing, en tout cas sur la partie SEO. On commence à avoir plein de questions. Alors attends, je vais de gauche à droite. La liaison entre un objet standard et custom objet de type 1, N est possible. Alors ça, ils en parlent pas mal dans leur training. Faire attention à ce type de connexion. Elle est possible, voir si c'est la meilleure des solutions, mais oui, elle est possible. Comment éviter d'avoir, question de Damien, comment éviter d'avoir des contacts provenant des emails d'intégration dans les stats? Créer un filtre sur la source de vos contacts. Quand vous créez un dashboard, dans les filtres, on peut exclure un certain nombre de contacts et ça, vous pouvez le faire sur la source. Parce que typiquement, si c'est quoi? C'est intégration? Je pense que c'est drill down. C'est le drill down. Vous avez une source qui doit être certainement offline. Et c'est source de niveau offline 2. ou intégration. Et derrière, vous avez Gmail intégration ou quelque chose comme ça. Vous pouvez exclure cette variable-là. Donc ça, c'est courant. Oui, ça se fait bien pour le coup. Ouais. Ou sinon, vous pouvez exclure complètement le offline. Je crois que ça se fait en toggle bar super rapidement. Et cette question-là, on l'a déjà traitée. Ça, on en a parlé. Faut-il exclure des newsletters du coup? Faut-il les exclure des newsletters du coup? Ah bah ça dépend de... Ça dépend de votre stratégie. Ouais, ça dépend de votre stratégie. Typiquement, ça dépend de ce que vous voulez mesurer et ce qui est important. Ce qui est important pour vous d'un point de vue marketing, et c'est aussi comment vous visualisez et gérez votre funnel. Est-ce qu'on est sur de l'acquisition, de l'activation, du référent, du revenu? Qu'est-ce que vous voulez mesurer? Peut-être que dans un rapport c'est utile, dans un autre rapport c'est pas utile. Et RGPD, bah, évidemment, HubSpot intègre tout ça à partir du principe où vous n'avez pas tweaké de trop vos... Ah, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. À partir du moment où vous n'avez pas trop tweaké vos workflows en écrasant des variables, parce que les opt-in, effectivement, on peut les toucher. On peut aller toucher les différents types d'opt-in, one-to-one, marketing, sales, etc. Donc, à un moment, mettez pas trop de workflow dans tous ces trucs-là, essayez de bien gérer de manière plutôt standard. Plus c'est standard, plus ça marchera. Donc, faites un peu attention. Sur la partie non marketable, est-ce qu'on a toujours les emails transactionnels? Ça, c'est une bonne question. Et je pense que la réponse, c'est non. Je m'avance, mais ça m'étonnerait. Les infos que j'ai, c'est contact marketable. On pourra lui envoyer des emails et on pourra faire de l'ads sur lui, cibler de l'ads. C'est l'info qu'ils ont donné, mais ils n'ont pas dit marketing email, ils n'ont pas dit email transactionnel. J'ai envie de dire non, mais je ne suis pas sûr. Donc, on n'a pas l'info à ce niveau-là. Ouais. Ça, je suis presque sûr que ce sera, logiquement, à mon avis, transactionnel va être assimilé à du email, va être assimilé à du marketing, à mon avis. Ouais, mais si tu l'as mis en non marketable, mais il achète quelque chose et tu dois quand même lui envoyer un email. Enfin, dans la logique, il devrait partir cet email. Ouais, mais du coup, il va être marketable. Mais si erreur, tu l'as mis en non marketable. Bon, là-dessus, je crois que c'est pas très clair. Ça n'a pas encore été super documenté. Je pense qu'il y a un certain nombre. Et il va falloir qu'on soit confronté au cas. Je pense que ça va arriver très rapidement. En fait, ils ont fait cet effet d'annonce-là. Je pense que le discours derrière est plutôt, n'hésitez pas à passer sur le marketing, ça ne va pas coûter aussi cher que vous croyez. Je pense que c'est surtout ça la punchline. Ouais, je pense. Maintenant, dans les faits, je ne suis pas sûr qu'ils aient pensé à tous ces petits cas de figure. Ça va nous lever des petites complexités, mais comptez sur nous, on sera là pour donner le. Pour gérer la situation. Et se prendre les murs à votre place. Ok, vous êtes encore super nombreux là. Je crois qu'il n'y a personne qui est parti quasiment. Donc, je vais encore prendre celle-là et puis après, on va vous libérer. Si les vrais transacts passent par un SMTP et que les faux transacts pour des emails B2B passent en transact marketing, le SMTP reste sacralisé. Je pense qu'un email, même s'il passe Sinon, tu peux effectivement le faire en webhook et tu le refais à l'extérieur, mais c'est dommage, du coup, tu fais plus tes emails en HubSpot. Si tu utilises le SMTP de HubSpot,
je pense que là, ça va être un marketing marketable parce qu'il reçoit des Allez, en en externe, je pense. Mais ça, on va peut-être arrêter d'en parler parce que je pense que ça va faire discussion de comptoir vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en advient. Donc, on verra un peu plus ça. Ouais, ça marche. Mais écoutez, c'était un plaisir de vous avoir. Prochain webinaire, on va parler avec PrestaShop. On parlera aussi très rapidement avec nos amis de chez Solocal, qui sont là aujourd'hui aussi sur le webinaire. On va aussi avoir plusieurs webinaires qui sont prévus. Je crois qu'on en a encore l'ABM déjà. On va faire l'ABM, on va faire le website. Salut Catherine. Et on se retrouve bientôt. Si vous avez des questions sur ça, par email, par téléphone, ce que vous voulez, vous nous contactez. Thibaut va vous shooter la présentation. Donc, je pense qu'il y a pas mal de liens dedans et d'éléments que vous pourrez réutiliser. Et puis, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Prochain webinaire. Et prochain webinaire. Et merci à vous et bon appétit. Bon appétit. Salut. Bye bye.